Bonjour à tous, ici la chaîne Vertingo Website. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la plateforme Média Symfony. Donc en fait du coup dans cette vidéo je vais poursuivre l'ajout de fonctionnalités Analytics à mon interface administrateur de la plateforme Média. Donc si vous avez déjà visionné une de mes vidéos précédentes où j'avais présenté YouTube Data Analytics, donc du coup je vais juste vous remontrer rapidement, hein. Donc du coup sur YouTube Data Analytics, j'avais présenté cette fonctionnalité de pouvoir en fait récupérer les données analytics de notre chaîne YouTube. Simplement ici en cliquant sur se connecter et en chargeant les données analytics qui sont ensuite du coup disponibles dans la section YouTube Analytics. Donc du coup si on va jeter un coup d'œil, on remarque du coup qu'on a l'ensemble de nos données, mais également qu'on peut exporter en format Excel. Donc ça c'était déjà la fonctionnalité Analytics de YouTube, mais maintenant ce que j'aimerais bien c'est pouvoir aussi analyser le trafic sur mon site web, en l'occurrence ici la partie front de la plateforme média hébergée sur Heroku, qui correspond donc à cette page-là et tout le reste également ici, hein, que vous pourrez également visiter dans la description de la vidéo. Et donc du coup, pour ce faire, on va suivre en fait un petit tuto ici en plusieurs étapes qui vont nous demander en fait déjà dans un premier temps de se créer un compte sur donc Google Cloud Platform. Donc ici, on va déjà faire compte de service, donc sélectionner, et on va sélectionner l'intitulé de notre projet sur Google Cloud Console. Donc ici, top site admin Symfony. À partir de là, du coup, on va faire créer un compte de service. On va créer un compte de service. Dans ce cas-là, on va l'appeler test. On fait créer. Donc ensuite, autoriser ce compte de service à accéder au projet. Donc ça, c'est pas nécessaire pour ce qu'on va en faire là. Et ça aussi pareil, accorder l'accès à ce compte de service à des utilisateurs, c'est pas non plus nécessaire de renseigner les utilisateurs pour le moment. Ce qui nous intéresse ici, c'est créer une clé. Donc on va créer une clé, on va mentionner le type JSON, et du coup ça va nous télécharger cette clé. Donc voilà déjà pour la première étape. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est aller si vous vous rappelez justement quand j'avais intégré les services YouTube Analytics, que j'avais également aussi montré comment avec Google Analytics intégrer un petit script qui va nous permettre en fait d'analyser notre trafic. Donc du coup en fait c'est déjà le cas, hein. Sur Google Analytics je peux justement en allant ici là visionner le trafic sur mon site, mais justement ce que j'aimerais c'est pouvoir intégrer des petits graphiques sur mon interface administrateur, donc du coup en dehors de la propriété Google Analytics. Donc, du coup, j'avais déjà ajouté une propriété, copier-coller le code de suivi, en fait, le petit script, dans la partie aide de mon dashboard. Et maintenant, du coup, il faut créer une vue pour ça. En l'occurrence, moi, c'est déjà le cas. Et une fois que la vue, elle est créée, en indiquant évidemment l'URL de votre site web, il va falloir aller ici, ajouter des utilisateurs. Je vais juste quand même d'abord placer le fichier JSON à l'emplacement dans un dossier en fait qui file ici, hein, dans l'arborescence de mon projet, et on va s'intéresser ici au champ client email. Je vais le copier et je vais ici mettre dans le champ email ici et s'assurer également que lire et analyser, l'autorisation lire et analyser est bien cochée. Ensuite, on peut ajouter. Et cette étape est vraiment importante, hein, si non,
ça ne pourra pas fonctionner, on ne pourra pas en fait, quand on va interroger Google Analytics API, on ne pourra pas récupérer les données souhaitées. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la suite. Et en fait ici, donc sur cette étape-là, il vous donc indique une façon de pouvoir récupérer le token. Moi en l'occurrence ici dans mon projet, j'ai une autre méthode qui me permet justement de récupérer ce token et je pense qu'elle est préférable parce qu'en fait une fois qu'on va réactualiser la page, donc le dashboard de notre espace d'administration, le token va se réactualiser à chaque fois. Donc en fait ici donc avec Anaconda CLI on peut récupérer donc le package Google API Python Client et donc ici si vous créez donc un fichier serviceaccount.py et qu'après vous faites la commande Python et le nom du fichier .py, vous normalement ce petit script vous retournera donc le token que l'on souhaite justement récupérer et que après on ira en fait placer ici, qu'on ira en fait placer ici pour pouvoir justement donc interroger Google Analytics. Pour ça, il faudra aussi également donc activer donc dans API Google Analytics. Donc Google Analytics, Analytics API. Donc ça, il faudra aussi s'assurer qu'elle est bien activée. Et du coup, donc voilà, ici en l'occurrence c'est déjà le cas. Donc du coup, moi je vais vous montrer, donc en revenant rapidement au tutoriel, donc comment j'ai intégré déjà tout ça. Donc si on va voir rapidement donc la vue dashboard index, et on va descendre tout en bas. Donc ici en fait j'ai donc les différents scripts qui sont justement mentionnés ici. Ils sont donc, je les ai donc intégrés ici. Et du coup, je fais juste une condition, if access token from service account, donc justement le token qu'on souhaite récupérer. Et ben en fait, il faut, donc c'est une condition, si justement on a récupéré ce token, ben, on va pouvoir afficher les graphiques. Donc du coup, on va se référencer maintenant au dashboard controller, donc au contrôleur qui justement permet de du coup créer notre template twig, en fait ici, puisque avec la fonction render, on passe donc un template twig, donc en l'occurrence justement le fichier sur lequel j'étais, donc le index ici, et du coup on passe après les différentes variables qu'on souhaite du coup placer dans notre template. Donc ici, là comme on peut le voir, on a access token from service account. Donc comme je vous ai montré, on a une façon donc de pouvoir récupérer ce token donc en faisant donc ce petit script par Python et en récupérant la dépendance ici. Mais sinon, on peut, donc, dans mon cas, j'ai donc une fonction getService où je passe donc en paramètre le chemin vers le fichier JSON que j'ai justement téléchargé précédemment. Donc du coup, on indique bien le chemin vers donc, le dossier keyfile et le fichier JSON que j'ai justement téléchargé depuis Google Cloud Platform. Et après, cette fonction nous retourne, donc ça nous fait get last received token. Comme je vous ai dit que le token est réactualisé à chaque fois qu'on actualise donc la page dans le navigateur. Donc du coup, faire de cette façon-là est plus recommandé parce que à chaque fois, le token est réactualisé. Donc du coup, ça risque après d'être problématique si votre token a expiré en fait. Donc voilà, donc du coup, comme on peut le voir ici, quand on rend donc le design du template, de la page dashboard, on passe ces différentes variables qu'on peut justement après accéder donc dans notre template. Donc ici, en l'occurrence, donc du coup, comme je l'ai dit là, le condition if access token from service account, et donc on la passe ici sous forme de variable twig, donc access token from service account, donc dans authorize. Et après, donc du coup, c'est
DataChart 1 et DataChart 2 avec donc les différents paramètres passés dans Query où on indique également donc la date de début et la date de fin. Donc ici en l'occurrence ça fait un intervalle de 30 jours pour pouvoir analyser donc nos données analytiques. Et après donc ça aboutit sur ces deux petits graphiques. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc le nombre de sessions et utilisateurs donc actifs sur les 30 derniers jours, et ici donc un graphique donc en forme de cercle qui en fait nous permet de nous indiquer le pourcentage donc des pages les plus visitées sur notre site. Donc on peut également cliquer. Là on voit ici donc intro 105, donc ça correspond en fait à 31,9% donc de visites, donc c'est la page la plus mise en avant. C'est pas étonnant parce que c'est quand même la page d'accueil. Et donc voilà pour cette partie sur Google Analytics. Donc du coup, bon, je laisse donc dans la description de la vidéo la possibilité d'aller consulter le GitHub du projet et également aussi d'aller visiter donc Vertingo website. Juste un dernier point avant de passer à la suite que j'ai oublié quand même de mentionner, c'est que en fait ici avec les fonctions datachart2.execute et puis en fait datachart1.execute, en fait ces fonctions dès qu'elles sont exécutées vont automatiquement donc dans les différentes divs qui affichent en fait les graphiques vont automatiquement en fait générer les données. Donc en l'occurrence ici donc dans les divs donc dans ces divs là. Voilà, chart 2 container et chart 1 container. Donc voilà. Donc de toute façon c'est indiqué dans le tuto ici. Je mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo pour que vous puissiez voir tous les détails. Et maintenant, en fait, on va donc passer à la suite. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est par rapport donc au référencement, hein, un logiciel qui est vraiment intéressant. Il s'appelle Screaming Frog. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui va vous permettre en fait de faire, et ce gratuitement, parce que en fait, bon, on peut également aussi acheter une licence, mais gratuitement, il y a déjà quand même des possibilités intéressantes. Donc, je vais vous montrer ça. Alors en fait, l'idée c'était donc simplement de vous montrer déjà qu'on peut scroller donc l'ensemble des pages de notre site et générer un sitemap qu'on pourra ensuite ajouter donc dans la Search Console, hein. Donc si là je mets par exemple le premier, en fait l'URL d'ancrage de mon site, hein, donc la page d'accueil, et que je fais Start, donc là ça lance hein, déjà l'analyse complète hein, de l'ensemble des différentes routes donc, de mon site et également les différents fichiers, les PDF et les images. Ça comprend à peu près tout, hein. Après, vous pouvez également quand même configurer donc l'ensemble des pages que du coup l'analyse peut scroller. Et après, on a donc différents donc, onglets qui nous permet de nous indiquer des, euh, des données intéressantes concernant donc notre site. Donc là, on a juste les pages titles, les métadescriptions, les méta-keywords, les bases H1, H2. Mais surtout, ce qui nous intéresse quand même, c'est de voir que toutes les pages ont un statut code de 200, hein, parce que statut code 200, ça veut dire que c'est bon. Si c'est en 404, c'est error not found. Donc ça, c'est pas bon. Donc en fait, tout ce qui est autre que 200, c'est pas bon, hein. Donc ici, par exemple, on a un 404 not found. Bon, il n'y en a pas énormément. Et donc voilà pour ça, hein. Donc c'est quand même intéressant pour pouvoir eh ben, analyser l'ensemble de notre site. Et ensuite, on a quand même également la possibilité de pouvoir visualiser tout ça donc sous forme de petits graphes hein, avec des nœuds. Donc comme je vous avais dit dans des vidéos précédentes également sur la théorie des graphes que du coup on pouvait modéliser des graphes en informatique de plusieurs manières différentes en fait, hein, parce que
on peut imaginer qu'un graphe, ça peut être par exemple pour modéliser donc bon, un site web en l'occurrence, mais également un système de dépendance. Et par exemple aussi, par exemple pour le métro de Paris, on peut aussi modéliser ça comme un graphe. Donc là, en l'occurrence ici, pour un site web avec donc pour chaque nœud correspondant à une page du site web, on modélise justement donc chaque nœud comme un fichier. Donc en fait, une arborescence hein, de dossiers et de fichiers, hein, ça correspond à ça, hein. Donc un site web, c'est ça de toute façon. Donc chaque dossier et chaque fichier correspondent à des nœuds. Et comme vous pouvez le voir ici, si c'est vert, ça veut dire que c'est bon, c'est-à-dire que c'est accessible et que c'est en réponse code 200. Et si c'est rouge, ben, ça veut dire que c'est en 404 ou que la page elle est en nofollow. C'est qu'il y a une balise nofollow qui en fait indique qu'on ne souhaite pas que cette page soit indexée sur donc les moteurs de recherche Google. Donc voilà pour ça, hein. Et dernière chose, sitemap, XML sitemap, on peut donc générer un sitemap en passant différents aussi paramètres. Après, il y en a qu'on ne peut pas modifier parce que c'est une version gratuite, mais on peut également aussi donc cocher. Donc ici, c'est pour les fichiers PDF, donc inclure les fichiers PDF si vous avez des fichiers PDF sur votre serveur en ligne. Donc il les inclura donc dans le sitemap. Donc après, on choisit l'emplacement où on veut générer le sitemap. Et on va donc voir ici, jeter un œil, on va l'ouvrir pour voir. Donc voilà, ça nous fait donc notre sitemap. Et après, donc comme j'avais déjà aussi montré ça dans d'autres vidéos, pour ajouter un sitemap, il faut déjà aussi quand même avoir donc dans la Search Console, avoir en fait déjà donc ajouter une propriété, donc la propriété qui correspond donc à notre site web. Et il faut se rendre donc dans l'onglet Exploration Sitemap. Et ici après on ajoute le sitemap. Donc du coup évidemment qu'il faut qu'il soit placé donc dans l'arborescence de notre projet. Donc ici en l'occurrence dans la partie web de mon application Symfony. Donc voilà ici hein, mes sitemaps ils sont ici. Également avec le robot.txt. Et du coup bon faut bien s'assurer qu'il soit placé ici, hein. Comme ça après on fait avec git. Vous faites commit et git push HeroQ master pour envoyer donc depuis l'environnement de développement en local, hein, puisque là on est dans l'environnement de dev en local, pour envoyer donc sur l'environnement de prod, donc sur HeroQ. Donc après, une fois qu'il est en ligne, il suffit juste d'indiquer donc à partir de là, puisque là quand on est à cet emplacement là, hein, en fait ça correspond à la racine du dossier web, hein, la racine du dossier web. Parce que le dossier web contient vraiment donc notre site web, hein. Et c'est à partir de là également, vu qu'on a les front contrôleurs de dev et de prod, donc c'est à partir de là en fait de ces deux front contrôleurs là qu'on en fait une fois qu'on interroge en fait donc dans le navigateur l'URL une des routes en fait de notre site, que ça justement renvoie la page désirée en fait. Et du coup, voilà, donc il suffit juste d'indiquer ici le nom du sitemap, donc qui est, comme je vous ai dit, contenu dans le dossier web. Donc voilà pour cette petite partie-là. Et maintenant, donc pour terminer, on va avoir un petit tuto sur en fait Firebase. Donc là, en fait, on va changer, hein, on va aller sur Android Studio. Et l'idée, ça va être en fait donc de créer une petite application qui va du coup se connecter à Firebase et pouvoir donc
gérer l'ensemble donc des restaurants et donc également des évaluations sur ces restaurants qui vont nous permettre de classer ces restaurants en fonction donc de leurs recommandations. Et du coup, pour ça, eh ben, on va utiliser une base de données sur Firebase. Donc là, on change quand même hein, de contexte. Donc on va aller sur Android Studio. Donc là, j'ai le projet, mais je vais recréer un pour vraiment vous remontrer toutes les différentes manœuvres à effectuer. Alors on va commencer. Donc du coup, dans CodeLabs, si vous connaissez CodeLabs, il y a pas mal de tutoriels que vous pouvez suivre. Et en fait, du coup, bon, on va suivre étape par étape, à commencer par aller donc dans Firebase. Donc dans Firebase, on va du coup ajouter un projet. Évidemment qu'il faut déjà être connecté depuis en fait Google, son compte Gmail Google. Et on va donc le nommer Friendly Eats. Et on va accepter les conditions. Donc on crée le projet déjà dans Firebase. Hein. Ensuite, je vais passer quand même assez parce que je connais déjà tout l'ensemble des directives qu'il va falloir faire. Donc après, donc comme je vous ai dit, l'idée ça va être de connecter depuis notre projet Android Studio à Firebase, donc pour également pouvoir donc eh ben, utiliser les services de Firebase, hein, parce que Firebase c'est quand même il y a quand même pas mal de fonctionnalités qui nous permettent d'enrichir les fonctionnalités de notre application Android. Donc notamment déjà j'avais vu aussi, enfin je vous avais déjà expliqué dans un tuto comment donc intégrer les services de Google Cloud Messaging pour pouvoir envoyer des notifications push. Donc ça c'est sur Firebase. Donc là maintenant en l'occurrence ça va être de pouvoir en fait utiliser une base de données sous forme de documents sur Firebase. Donc je vais aller dans mon dossier et je vais récupérer donc le contenu de cette application avec git clone. Voilà. Et donc ensuite, eh ben, il va falloir dans Firebase enregistrer, donc ajouter une application, donc en allant sur ici, ajouter une application, on va cliquer sur Android. En fait, on va vraiment lier en fait une application Android au projet qu'on a donc créé sur Firebase. On va lui passer donc comme Google Firebase, donc comme nom de package, et on va enregistrer l'application. Ensuite, il va nous demander donc de télécharger un Google Service.json. On va le télécharger. Et ce fichier-là, donc on va aller le placer. Donc à chaque fois, hein, les fichiers qu'on télécharge, il faut les placer donc dans les projets sur lesquels on travaille. Donc normalement, vu que là ça a téléchargé, en fait il faudra les placer donc dans le dossier app de l'application qu'on a justement cloné avec git clone. Voilà. Donc on fait suivant. Donc là, il va y avoir en fait des dépendances à rajouter donc, dans les différents builds.gradle. Hein, donc le système de build de Android Studio, c'est Gradle. Et donc dans différentes parties hein, de notre application, on a des fichiers build.gradle. Donc ici, en l'occurrence, donc au niveau du projet et celui au niveau de l'application, de l'app module. Donc déjà, dans un premier temps, je vais ouvrir donc le projet qu'on a cloné. Et en fait, j'ai déjà, j'ai déjà effectué ça en fait, et c'est pas forcément nécessaire pour l'instant de le faire, parce que ça va pas empêcher de builder l'application et de pouvoir la tester donc dans l'émulateur d'Android Studio.
Donc en fait là, je sais pas, il m'a pas ouvert en fait le projet. Bon, je vais l'ouvrir. Voilà. Et ce qu'on va faire, donc, bon là pour cette partie, on est bon, hein. Donc on fait suivant, et là on peut ignorer cette étape. Donc là, du coup, on va dans Android Studio. Pour l'instant, donc Gradle a successfully bien synchronisé donc notre application. Et du coup, on va revenir donc ici. On a bien placé donc Google Service.json dans l'application app qui correspond donc au module app de notre application. Il faut ensuite donc dans Firebase aller donc dans authentification, configurer un mode de connexion et adresse email. On active parce que ça va être en fait le moyen de s'authentifier sur notre application. Et là, il va falloir juste en fait par mesure de sécurité rajouter donc une règle, donc configurer une base de données. Donc en fait, on va voir en cliquant ici, il va falloir rajouter une règle pour sécuriser en fait les différents accès. Donc on sélectionne le projet et dans règles ici, donc commencer en mode verrouillé, activer, et on va copier cette portion de code en fait. Tout simplement en fait, ça nous indique que pour l'instant, ces règles de sécurité nous permettent en fait de sécuriser donc les données. En fait, ça interdit pour les utilisateurs qui ne sont pas authentifiés donc de lire ou d'écrire donc dans la base de données de Firebase. Donc du coup, ça, c'est comme ça que ça fonctionne avec Firebase. Il faut passer en fait des règles de sécurité. Donc du coup, on colle hein, donc cette partie-là donc ici, hein. Et on fait publier. On verra après aussi qu'on pourra également remodifier ces règles en fonction donc des ajouts qu'on va justement rajouter à notre application pour d'autres mesures de sécurité. Et là, on va pouvoir justement builder notre application et la tester hein, sur l'Android Studio. Déjà dans un premier temps. Voilà, donc là, ça va lancer l'émulateur. Ce qu'il va falloir faire juste rapidement, hein, pour déjà en fait rajouter des données donc, dans notre base de données sur Firebase. On va juste aller donc dans la main activity, Java main activity ici. On va aller dans la méthode init firestore. On va placer en fait ce code. Bon, c'est sûr que quand avec l'émulateur et tout ce qui tourne, des fois, ça a un petit peu du mal, hein. Ça, faut pas être trop étonné. Donc, c'est quelle méthode? C'est init firestore. Init firestore. Voilà, ici. Donc ça, dans un premier temps, ça va être en fait ce qui va nous permettre de rajouter des données donc dans la base de Firebase. Donc en fait, en l'occurrence ici, ça nous dit que ça va aller donc dans la table en fait restaurant. Donc en fait, c'est une collection. Là, on parle de collection et que ça va rajouter différents restaurants. Donc du coup là, c'est la méthode.
on add item click. Donc il faut rajouter cette méthode. Non, elle est là, voilà. Et donc du coup, là je regarde rapidement. Là, ça y est, on a l'application. Mais du coup, vu que j'ai fait quelques changements, on va attendre un petit peu. Et en fait, une fonctionnalité qui est pratique, c'est en fait pour éviter de relancer complètement l'application, c'est donc de cliquer sur le bouton ici en forme d'éclair. Donc ce qu'on remarque ici, c'est juste que là, il faut renseigner donc les différentes références à ces objets. Donc là, on fait ALT entrée, hein. Voilà. Et on va pouvoir relancer. Donc là, c'est pas en fait, il n'y a pas eu vraiment de changement dans le code, donc du coup, on peut pas faire vraiment l'éclair, mais sinon, on va donc relancer directement sur l'émulateur. Et en fait, là, normalement, on va pouvoir en fait ajouter des items. Donc avec ce qu'on vient d'implémenter, en fait, là, ça va nous permettre donc de mettre des données directement dans notre base de données sur Firebase. Donc, en l'occurrence ici, hein, ça va en fait créer une connexion restaurant et ajouter donc 10 restaurants dans cette collection. Donc, on attend que l'application soit relancée. Là, ça devrait plus trop tarder. Voilà. Normalement, on va devoir déjà dans un premier temps s'authentifier. Ouais. Donc, je vais mettre admin@vertingo.com. Ça prend un peu de temps. Voilà. Maintenant, un nom et ensuite un mot de passe. Donc, on fait save sur donc l'interface de l'application. Maintenant, on va en droite. Donc, on peut exécuter justement la fonction qu'on vient de rajouter qui va en fait, donc comme je vous l'ai dit, ajouter la collection restaurant, hein, puisque là on n'a rien hein, dans Firebase, hein. On n'a rien. Du coup ici on fait ici add random items, on fait la collection restaurant et nous ajouter 10 restaurants. Donc du coup après l'idée ça sera de les afficher ici et de pouvoir rajouter des fonctionnalités pour les trier en fonction donc des paramètres que l'on passera donc à notre requête de recherche. Donc ici, vous voyez qu'on a la collection restaurant. Et du coup, voilà, on a une liste qui a été automatiquement générée. Donc maintenant qu'on a inséré donc des données dans notre collection restaurant, l'idée ça va être donc d'afficher cette liste de restaurants donc dans l'interface de notre application. Donc pour ce faire, on va déjà dans un premier temps déclarer une requête dans la méthode init Firestore. Et ensuite, on va aller donc dans Firestore Adapter. Donc c'est ici qu'on va en fait ordonner les données de notre requête. Donc pour ça, ensuite, vu que c'est déjà partiellement la classe est déjà partiellement implémentée, il y a juste quelques modifications qu'il va falloir mettre en œuvre. Donc notamment implémenter un event listener. Donc ici on fait alt entrée, alt entrée. Ah, voilà.
Et en fait, donc après, il va falloir, donc là, la méthode onEvent, il va falloir aussi donc l'implémenter. Ne pas prendre d'accolade supplémentaire, sinon ça va faire des erreurs. Donc normalement, la méthode onEvent, je vérifie si elle n'y est pas déjà. Non. Donc voilà, on la rajoute. Pour l'instant, bon, on verra après pour les erreurs. Il y a trois méthodes ici, là, hein, qui en fait nous permet de notifier, donc d'envoyer des notifications en fonction. Donc si on ajoute un document, on modifie un document ou on supprime un document. Donc voilà, on les ajoute. Et ensuite, il va falloir juste modifier ça. Donc cette partie-là de la méthode onEvent qu'on a déjà rajoutée, hein. Donc dans onEvent, donc juste ça, hein, là, hein. Et après juste implémenter donc cette méthode start listening qui va nous permettre donc de nous attacher au listener, donc attacher notre objet au listener. C'est vrai que la méthode est déjà en fait est déjà renseignée, donc il va falloir juste la remplacer. Voilà. Donc à partir de là, il faut qu'on donc enlève les différentes erreurs. Voilà. Et donc voilà. À partir de là, normalement, ça devrait être bon. Donc si, comme je vous avais dit, on fait sur l'éclair, là, on devrait normalement pouvoir relancer l'application assez rapidement. Donc il est en train, du coup, de rebuilder l'application. Normalement, ça devrait quand même être assez rapide. Ouais, c'est en train d'arriver. Et normalement, on devrait avoir déjà notre liste de restaurants si on a bien effectué les différentes manœuvres. Voilà. Donc du coup, là, on a récupéré nos restaurants, hein, sur la base Firebase. Et donc maintenant, dans un dernier... donc, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir aussi donc, trier ces données, hein. Donc pour trier ces données, il va falloir... Du coup, donc maintenant, on va passer à la suite, hein. Trier ces données. Il va falloir aller donc dans la main.activity.java et modifier la méthode onFilter. Donc la méthode onFilter de main.activity. Déjà vérifions si elle est déjà implémentée. Oui, elle est déjà. Voilà, donc hop. Voilà, ça va nous permettre donc de créer le petit donc le formulaire ci-dessous. Et ensuite, normalement, bon, il faudra créer un index. Donc ça, je crois que ça va nous le demander automatiquement. On va déjà relancer. Et donc on arrive presque au bout là. Donc voilà.
voilà, là on a maintenant on a notre formulaire. Et si on essaye de voir, donc il nous demande, ouais, voilà. Donc on va mettre comme ça, juste donc le stylo là, et donc trier par popularity. On va apply, et ben ça marche directement. Alors que pourtant ici, si on met, normalement il disait, ouais, si on va sur ADB log 4, qu'on va avoir normalement des avertissements. Donc si on tape ça, DB log 4, non, enfin il faut aller dans le log 4. Bon, écoutez, moi je vois pas qu'est-ce qui ne va pas. Je vois pas ça, donc apparemment je pense que c'est bon. Donc on peut passer sur ça. Et donc du coup, bon bah on arrive au bout, hein. Après, bon, ici on peut faire une collection supplémentaire pour en fait du coup ajouter une recommandation donc sous forme d'étoiles, hein. Donc on peut en fait noter le restaurant et du coup en fait ça c'est la partie où on va créer une collection supplémentaire, en fait une sous-collection de restaurants qui va en fait contenir contenir donc la notation, la classification des restaurants. Et voilà, et puis donc du coup après pour terminer, il faudra juste modifier donc les règles dans la base de données, hein. Donc ici, il faudra remodifier de nouveau les règles et puis normalement ça devrait être bon. Puisque quand on ajoute une collection supplémentaire, il faut aussi quand même voilà, ajouter donc des règles supplémentaires pour de toute façon toujours sécuriser un peu plus notre application. Donc voilà, hein, je vais pas, je vais m'arrêter là parce que ça commence à déjà faire beaucoup et que de toute façon, bah, c'est libre à vous d'aller consulter tout ça, d'aller visualiser tout ça. Et évidemment, c'était la chaîne Vertingo Website, hein, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on se retrouve donc pour de prochaines vidéos.